Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce lundi 7 décembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin au palais présidentiel le général Dunford, un général américain qui était porteur d'un message, bien sûr. Le gouvernement du Yémen de l'État islamique a tué un gouverneur dans la localité d'Aden. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin le général américain Joseph Dunford. Le général américain était porteur d'un message du président américain Barack Obama au président djiboutien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le général Joseph Dunford ont discuté ensemble sur les relations entre les États-Unis et Djibouti notamment. Ils ont également discuté sur le sujet des forces armées américaines qui sont stationnées à Djibouti. Ont assisté à cet entretien, outre l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général de division Seklecher Ibrahim, et le chef de sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Pour plus de précisions sur la portée de cette réunion entre le président de la République et le général américain, je propose d'écouter un haut gradé djiboutien. Il s'agit du colonel Abdou Abdi Dambil qui a également participé à cette entrevue. Normalement porté sur la relation entre les deux pays, et puis voir, c'est-à-dire les forces américaines stationnées à Djibouti et les activités qui relient avec la République de Djibouti, plus particulièrement avec l'armée djiboutienne. Et une fois de plus, il a apporté le message du président Obama à notre président, le président Ismaël Omar Guelleh. Donc il a transmis le message qu'il avait du président Obama. Suite à la décision prise par les dirigeants et membres du parti RPP hier lors du congrès extraordinaire pour l'investiture du président sortant, qui a renouvelé leur confiance au président sortant afin qu'il s'engage dans la prochaine bataille électorale d'avril 2016, il a resté ainsi aux commandes du pays, limite fortement les chances de succès d'autres potentiels candidats. Voici un magazine de la rédaction commenté par Nagat Fouad Saïd. Donc vous allez suivre ce magazine dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Et toujours suite à cette investiture du président Guelleh lors du congrès extraordinaire du parti RPP hier, l'équipe de la RTD nous a recueilli les impressions des congressistes. Voici ce qu'ils ont dit. Mon sentiment, c'est un sentiment de fierté personnelle, pour commencer, mais c'est aussi un sentiment de joie interne. Pourquoi? Parce que depuis le 1er novembre, la population djiboutienne dans son intégralité s'est mobilisée pour que les présidents se représentent. Et aujourd'hui, non seulement ils se représentaient en faisant une déclaration mercredi dernier, mais il y a aussi une grande fierté parce qu'il n'est pas seulement le candidat de l'IRP, il est le candidat de la grande famille de l'IMP. Et je suis très très content. Sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, le secrétariat exécutif du Haut Conseil islamique a organisé ce matin une première réunion des nouveaux membres du comité du Haut Conseil islamique à la mosquée dénommée Gachamaleh, située aux cités Gachamaleh. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère Mohamed Hussein Dawale, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique Abdussalam Farah Magare, ainsi que les conseillers techniques du ministre des Affaires musulmanes Aden Hassan Aden et plusieurs membres des différentes organisations du Conseil islamique. Durant cette réunion, des amis, des contacts des nouveaux membres et le ministre des Affaires musulmanes ont discuté sur les voies et moyens de développer les activités religieuses du Haut Conseil islamique. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Dr Abdussalam Farah Magare, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue tout d'abord au ministre et les membres du Conseil, et il a réaffirmé les efforts entrepris par le ministre pour améliorer les capacités de cette institution islamique. M. Abdussalam a rappelé que le Haut Conseil islamique a été créé par un décret présidentiel en 2004 pour organiser les affaires islamiques à Djibouti.
Toujours en nouvelles du pays, un forum national sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement au terrorisme dans la Corne de l'Afrique s'est tenu ce matin à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti. Au menu de ce forum qui se déroule du 7, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 9, c'est-à-dire mercredi, la place de Djibouti dans la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le rôle et la contribution des entités publiques face à ce problème régional et international. Était présent à l'ouverture de ce forum le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, le procureur de la République, Maki Abdelkader, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silfa, et le chef du service des renseignements financiers, Ali Daoud Hamed. La politique mise en place par le gouvernement djiboutien pour faire face au blanchiment d'argent démontre des signes significatifs. La démarche de ce forum est de présenter les efforts du gouvernement pour encourager le développement national et l'intégration au marché international pour assurer la sécurité à travers des lois, une gouvernance inclusive et le respect des droits de l'homme. Une forte délégation des officiels des agences onusiennes conduite par Mme Valérie Cliff, coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, s'est rendue aujourd'hui au camp de Markazi à Obok. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'ONARS et les agences onusiennes intervenant dans ce camp où sont accueillis les réfugiés yéménites. Au cours de ce déplacement, la délégation onusienne a été accueillie par Hussein Hassan Darar, secrétaire exécutif de l'ONARS, qui s'est longuement entretenu avec les responsables onusiens. Suite à quoi, le patron de l'ONARS a conduit les membres de la délégation sur les différents sites et les infrastructures du camp, à commencer par les tentes servant d'abri aux réfugiés ainsi que les différents points d'eau potable et les centres de soins et de santé. La visite a donné ensuite l'occasion aux responsables onusiens de s'entretenir avec les réfugiés pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de partager leurs doléances et leurs difficultés. Au nom de l'ensemble de ses collègues des différentes agences onusiennes, Mme Valérie Cliff a d'abord tenu à féliciter l'ONARS pour son travail humanitaire de grande qualité en faveur de la communauté des réfugiés yéménites. Elle s'est engagée ensuite à accroître le soutien et la coopération avec l'Office pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés dans le camp de Markazi. De son côté, M. Paul Delatouroum, représentant du HCR à Djibouti, a exprimé ses sincères remerciements à ses collègues du service des Nations Unies pour leur effort et leur engagement aux côtés des autorités djiboutiennes pour améliorer le sort des réfugiés yéménites sur le sol djiboutien. Présentant ici pour Monsieur le secrétaire exécutif de ONARS. Je suis ici avec l'équipe des Nations Unies pour voir la situation à Obok avec les réfugiés et les migrants et les communautés locales. C'est très amélioré la situation, je crois, et grâce à la travail de le gouvernement de Djibouti, c'est une chose très spéciale. Le travail ici et l'accueil pour les personnes qui fuient de Yémen. So, Monsieur le secrétaire exécutif, merci beaucoup pour cette opportunité pour moi et mon équipe. Du nord du pays, nous venons vers le sud, notamment avec dans la région d'Ali Sabié, dans le cadre du projet de renforcement de capacité des managères et productives des coopératives agro-pastorales des 6 localités rurales des régions intérieures du pays. Une importante cérémonie officielle de clôture d'une formation technique de culture maraîchère et de distribution des kits d'irrigation goutte à goutte et de matériel agricole aux 20 agriculteurs de la coopérative agro-pastorale de Ali Adé s'est tenue hier matin dans la localité d'Ali Adé. Présidée par le président du conseil régional d'Ali Sabié, Omar Ahmed Ouaï, cette cérémonie était organisée dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la seconde phase du projet de renforcement des capacités managériales et productives des coopératives agro-pastorales, mise en œuvre par l'ONG PLA en partenariat avec Action contre la faim, le ministère de l'Agriculture et avec l'appui financier de l'Union européenne. Les équipements et les matériaux agricoles composant ces biens sont destinés à être utilisés pour accroître la production maraîchère et fourragère des périmètres des bénéficiaires afin d'atteindre les résultats attendus dans ce projet de renforcement des capacités managériales et productives de coopératives agro-pastorales. L'association PLA livre les biens aux bénéficiaires sélectionnés avec l'aval et l'engagement de suivi du comité exécutif de la coopérative agro-pastorale de Ali Adé. Une formation de 4 jours en aménagement des sols et en technique d'irrigation goutte à goutte et de fertilisation des sols avec une équipe de formateurs nationaux spécialisés dans le domaine a précédé la distribution de ces kits de matériel agricole du 1er au 4 décembre dernier. De l'agriculture
et l'organisation ACF qui nous ont aidés à réaliser ces projets. On le fera pour 6 autres coopératives du pays dans les 4 régions de Ali Sebbié, Dikil, Tadjoura et Obok. Et nous restons toujours dans le sud du pays, mais nous allons dans la région d'Arta, où dans le cadre de la lutte contre la cécité, le ministère de la Santé, en collaboration avec les Lions Club de Djibouti, a organisé une caravane médicale de consultation ophtalmologique et de la chirurgie de cataracte gratuite dans les régions de l'intérieur du pays. Cette caravane s'était donc arrêtée dans cette région d'Arta, et l'équipe de la caravane médicale ont été reçues par le premier adjoint de la préfecture, Mohamed Fouzi Ahmed, le commandant adjoint de la brigade d'Arta, Mustafa Ahmed, et enfin le médecin-chef de cette région d'Arta, Dr Yassir Hussein Bouh. Une équipe dirigée par Dr Issa Abdi Boukore, spécialiste en ophtalmologie de l'hôpital de Balbala, qui a consulté plus de 600 malades, dont une trentaine ont été sélectionnés pour la chirurgie de cataracte avec le soin post-opéré en coulière. Tout patient vu en consultation a pu bénéficier des traitements en collière, des lunettes de vision de près pour les patients âgés plus de 35 ans, et les enfants en bas âge présentant des problèmes de vue ont pu bénéficier eux également de corrections optiques et des traitements en collière. L'étape de la région d'Arta clôturait donc la caravane médicale dans les régions d'intérieur. Par la suite, l'équipe d'ophtalmologie de l'hôpital Balbala se rend sur Djibouti-Ville à partir de demain, mardi 8 décembre, pour effectuer des dépistages des patients au centre de référence de la production de la santé Al-Husseina pour l'enregistrement des malades des postes opérés. L'Union pour le développement culturel, l'UDC, a organisé une conférence débat sur la littérature afar. Cette conférence animée par Ali Amin ont pris part à ce débat la présidente de l'UDC, par intérim, Hina Ahmed, le doyen de l'UDC, Mohamed Kamil, un représentant de PENAFAR et des différentes associations, ainsi que les enseignants et journalistes étaient également présents. À cette conférence débat, le conférencier Ali Amin a exprimé dans son intervention la nomination de la littérature afar, disant comme Afar Maïda. Il a ajouté que pendant longtemps, une ambiguïté avait auréolé la notion littéraire parce que le mot en renvoie à l'écriture, mais la langue afar est aujourd'hui entrée dans le constat de s'affirmer comme une civilisation de l'oralité par rapport à celle de l'écrit, d'affirmer l'identité de sa littérature qui ne peut être qualifiée plutôt de littérature orale. Donc, la littérature orale est l'expression esthétique par voie orale des valeurs sociales d'un peuple transmises verbalement à travers des générations. Elle est liée à la parole, agréable, généralement rythmée et toujours fluidée grâce à l'épuration des sons rocailleux et à la recherche constante des affinités sonores du langage en général. Et à la page nécrologie de ce journal, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a le regret de vous annoncer le décès du consul honoraire de Djibouti à Rome depuis 1983, Gianfranco Finaldi, consul honoraire âgé de 91 ans, est décédé samedi à minuit en Toscane. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement djiboutien, le ministre délégué chargé de la coopération internationale ainsi que l'ensemble des cadres du ministère présentent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du feu consul. Nous faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste. Donc, suite à la décision prise par les dirigeants et membres du parti RPP à renouveler leur confiance au président sortant afin qu'il s'engage dans la prochaine bataille électorale d'avril 2016 et à rester ainsi aux commandes du pays, limite fortement les chances de succès d'autres potentiels candidats. Donc, c'est le magazine que je voulais annoncer tout à l'heure. Voici tout de suite le magazine de la rédaction qui sera commenté par Nagat Fouated. Ismaël Marguerite, un candidat à sa propre succession. La décision prise par les dirigeants et membres du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès a renouvelé leur confiance au président sortant afin qu'il s'engage dans la prochaine bataille électorale d'avril 2016 et à rester ainsi aux commandes du pays, limite fortement les chances du succès d'autres candidats potentiels. L'expérience et l'aura de l'homme d'État feront sérieusement réfléchir à ses adversaires politiques dont bon nombre se sont enflammés ou senti leur pousser des ailes suite aux législatives de février 2013. Faut-il d'abord leur rappeler qu'une présidentielle n'a rien de comparable avec les élections législatives, sachant que toute élection doit se dérouler dans les règles de la transparence et selon les normes édictées par la commission d'organisation et de supervision du scrutin.
Le candidat Ismaël Omar Guelleh, qui postule à sa propre succession, jouit d'un incontestable soutien populaire, et ce depuis sa dernière investiture à la magistrature suprême en avril 1999. Au cours de ce scrutin, il a recueilli 74 des suffrages exprimés. Lors des élections de 8 avril 2005, il est réélu avec 94% des suffrages exprimés, l'opposition ayant appelé au boycott du scrutin. Enfin, lors des élections de 8 avril 2011, il obtient 80,6% des suffrages exprimés. Pour nombre d'observateurs avisés de la scène politique à Djibouti, l'annonce de la candidature du président sortant à la prochaine échéance électorale a refroidi les ardeurs de tout opposant. Cela équivaut à une véritable douche froide, indique-t-il. Le bilan de l'homme en question est tout simplement éloquent. C'est lui qui a su engager le pays vers le progrès et le développement économique. Lui qui a su ramener la paix et la concorde civile pour mettre un terme au conflit armé qui a touché le pays en 1991 et 1993, où un accord des braves a été signé en 2 étapes. Lui qui a fortement réduit l'influence des conseillers techniques de l'ex-puissance de tutelle et leur émission de leurs affaires internes. Lui qui a profité du contexte international suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington pour offrir des facilités logistiques et militaires aux forces américaines qui ont déployé des unités combattantes et installé pour la première fois une base militaire sur le continent africain. Lui qui a su négocier le paiement de royalties pour l'utilisation des infrastructures militaires sur le sol national, à la fois aux Français, aux Américains et d'autres pays qui ont sollicité Djibouti dans leur lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans le golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes. C'est l'homme qui a enclenché la conférence de réconciliation nationale somalienne d'Arta et a ensuite pris des risques pour envoyer des troupes dans ce pays voisin meurtri par des années de guerre civile afin que renaisse l'espérance et que se remettent en fonctionner les institutions du pays. Ismaël Omar Guelleh est bien l'homme qui a su donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et commerciales avec l'Éthiopie voisine. Action qui s'insère parfaitement dans le processus d'intégration économique régionale. Les relations bilatérales ont pris une grande ampleur ou impulsion jugée stratégique du fait qu'elles touchent divers domaines de coopération dans les besoins en eau, l'électricité, le secteur de la télécommunication ou la chaîne des transports. Dès la prise de ses fonctions à la tête du pays, Ismaël Omar Guelleh est aussi l'homme qui a amorcé une réforme globale du système éducatif ayant abouti à la multiplication des écoles, collèges, des lycées sur l'ensemble du territoire national. C'est toujours lui qui a créé la première université du pays, puis l'école et la faculté de médecine. C'est l'homme qui a initié la tenue des états généraux sur le fonctionnement des institutions d'État afin de juger leur travail et leur efficacité dans le département de la justice. C'est l'homme qui a accepté à ce que soient régulièrement organisés des séminaires de réflexion sur l'action gouvernementale afin qu'un dialogue interactif se déroule entre responsables politiques de l'exécutif et simples citoyens. Une discussion directe, ouverte, entre gouvernants et gouvernés, entre ambassadeurs en poste à l'étranger et étudiants. Faut-il souligner que la présence des étrangers à Djibouti a quelque peu enrayi les investisseurs qui se sont de plus en plus intéressés au pays. C'est ainsi qu'a été construit le port de Dorali et le terminal pétrolier. Le président Guelleh a su d'ailleurs anticiper cette situation. Il a amorcé dès l'année 2000 une sorte de partenariats économiques entre État et le secteur privé en confiant la gestion du port de Djibouti à un consortium d'hommes d'affaires. Dès le départ, il a su attirer d'influents hommes d'affaires pour investir à Djibouti. Ses courageuses initiatives et ses prises de risques lui valent la reconnaissance de ses concitoyens qui constatent de visu les progrès accomplis et cela lui confère également une stature internationale d'homme d'État. L'homme est partout reçu par les grands de ce monde, qu'il s'agisse du président Xi Jinping, du président Barack Obama ou du roi Salman d'Arabie Saoudite entre autres. Il participe à toutes les importantes conférences où il est accueilli avec tous les honneurs. La paix et la stabilité dont jouit la République de Djibouti sont les principaux facteurs de ce succès politique et économique sur le plan interne ou diplomatique sur la scène internationale. Djibouti-Ville, groupe d'activité, devient plus attrayante, ses nouveaux immeubles et ses chantiers en construction sont partout visibles. L'homme a toutes les chances pour présider encore aux destinées du jeune État. Donc c'était le magazine de la rédaction que vous venez de suivre. Actualité à l'étranger maintenant. Le gouverneur de la province d'Aden, le général Jafar Mohamed Saad, a été tué ce dimanche dans une attaque suicide à la voiture piégée contre son convoi. L'organisation de l'État islamique a revendiqué cet attentat. Commentaire de Choukri Moussa.
Le gouverneur de la province d'Aden, le général Jafar Mohamed Saad, a été tué hier dans un attentat à la voiture piégé dans la deuxième grande ville du Yémen. Au moins 6 membres de son convoi ont également été tués et plusieurs autres blessés dans cette attaque suicide revendiquée par l'organisation de l'État islamique qui s'est produite dans le quartier de Tawahi alors que le gouverneur se rendait à son bureau. Ce quartier de Aden est connu pour être un fief des djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique que les autorités peinent à déloger. Le général Jafar Saad avait pris récemment ses fonctions de gouverneur d'Aden. Cet ancien général de l'armée du Yémen du Sud marxiste avant la réunification du pays en 1990 est un proche du président Abdurrabbo Mansour Hadi qui s'est installé à la mi-novembre dans cette ville déclarée capitale provisoire du pays en lieu et place de Sanaa. Ce pays, pauvre de la péninsule arabique, est ravagé par des combats entre les forces loyalistes soutenues par une coalition militaire arabe formée par l'Arabie saoudite et les rebelles chiites Houthis pro-iraniens qui se sont emparés de vastes régions dans la capitale. Et en Libye, les représentants des deux autorités politiques rivales ont annoncé hier être parvenus à un accord politique, mais également ces déclarations de principe devraient être approuvées par les deux parlements pour mettre fin au conflit qui ravage ce pays. Commentaire également de Choukri Moussa. Des représentants de deux partis libyennes ont annoncé être parvenus hier en Tunisie à un accord politique qui devra être approuvé par les deux parlements pour mettre fin au conflit qui ravage la Libye. Libye, pays plongé dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, des autorités politiques se disputent le pouvoir depuis l'an dernier. L'une basée à Tripoli et l'autre, la seule reconnue internationalement, basée dans l'est du pays à Tobrouk. Selon des sources proches des négociations, les responsables libyens vont être reçus par le président tunisien Béji Aïd Essebsi en début de soirée au palais présidentiel. Cette annonce intervient alors que les discussions étaient au point mort entre les deux camps, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ayant estimé fin novembre qu'il n'y avait pas d'échéance pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Au terme de près d'une année de négociations, l'ex-émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino Léon, était parvenu début octobre à arracher un accord pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale aux représentants des partis, mais il a été ensuite rejeté par les deux parlements. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Restez avec nous tout de suite, c'est les minutes du focus de Negat Fouad. Nous revoilà ensemble sur ce focus. Negat Fouad m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Choukri. Bonjour Negad. Et nous allons revenir sur les grandes réalisations qu'a fait le président Guillé Durand depuis qu'il est à la magistrature suprême du pays. À la tête du pays. Donc, si j'en reprends en fait mes dires, le candidat Ismaël Marguili qui a postulé à sa propre succession jouit d'un incontestable soutien populaire et ce depuis son dernier investiture à la magistrature suprême en avril 1999. Donc au cours de ce scrutin, il a recueilli 74% des suffrages exprimés lors des élections de 8 avril, un petit parcours, de 8 avril 2005. Il est réélu avec 94% des suffrages, la majorité, on peut dire ça. Donc exprimé, l'opposition ayant appelé à la boycott du scrutin. Donc enfin, lors des élections de 8 avril 2011, il obtient 80,6% des suffrages. Pour de nombreux observateurs avisés de la scène politique à Djibouti, l'annonce de la candidature du président sortant à la prochaine échéance électorale a refroidi plus d'un, dois-je dire. Et ici,
on regarde un petit peu le bilan de l'homme en question qui est plutôt éloquent, vous serez d'accord avec moi. Donc c'est lui qui a engagé le pays vers le progrès et le développement économique, lui également qui a su en fait ramener la paix et la concorde en fait civile qui a mis un terme au conflit armé qui a touché le pays en 91 et 93 avec un accord de deux parties. Donc c'est lui encore qui a fortement réduit l'influence des conseillers techniques de l'ex-puissance de tutelle et leur émission dans les affaires internes. Lui encore qui a profité du contexte international suite à l'attentat qui a touché les États-Unis d'Amérique à New York et à Washington, les deux jumelles en 2001 en fait, pour offrir des facilités logistiques et militaires afin pour les forces armées américaines qui en fait pour la première fois une base américaine dans le continent africain. Noir. Donc lui qui a su négocier le paiement de royalties pour l'utilisation des infrastructures militaires sur le sol national à la fois aux Français, aux Américains et aux autres pays sollicitant le pays. Donc c'est l'homme qui a déclenché en fait, dois-je dire, la conférence de réconciliation avec notre pays voisin, la Somalie, d'Arta, qui a ensuite pris des risques en envoyant ses hommes dans le pays pour en fait rétablir la paix et l'ordre. Donc Ismaël Marguelé est bien l'homme qui a su donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et commerciales avec l'Éthiopie, notre voisin de toujours, action qui s'insère parfaitement dans le processus d'intégration économique et régionale. Donc la relation bilatérale a pris des ampleurs avec et une dimension jugée stratégique du fait qu'elle touche divers domaines de coopération dans les besoins en eau, en électricité et en secteur télécommunication ou le transport. Donc dès la prise de ses fonctions, Ismaël Marguelé est aussi l'homme qui a amorcé une réforme globale sur le système éducatif ayant abouti à des multiplications d'écoles, de lycées, de collèges sur l'ensemble du territoire. Donc c'est lui encore qui a créé le premier université qui s'appelait le pôle universitaire en premier lieu et qui s'appelle maintenant aujourd'hui Université de Djibouti. Bien sûr. Puis l'école de faculté de médecine, Choukri, c'est l'homme qui a initié la tenue des états généraux sur le fonctionnement des institutions afin de juger le travail et leur efficacité dans le département de la justice. C'est lui qui a accepté que ce soit régulièrement organisé des séminaires de réflexion sur l'action gouvernementale afin qu'il y ait un dialogue entre le peuple et les gouvernements. Donc une discussion directe ouverte sur le gouvernant gouverné entre ambassadeurs en poste à l'étranger et les étudiants dans le pays en question. Donc faut-il souligner que la présence des forces étrangères à Djibouti est quelque peu soit enhardie par les investisseurs qui se sont de plus en plus intéressés à notre pays. C'est ainsi qu'ont été construits le port de Doralé et le terminal pétrolier. Merci Nega d'être revenu en plus en détail sur les grandes réalisations durant ces deux décennies du président Guelleh à la magistrature suprême du pays. Merci à toi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je remercie au passage toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. Je vous dis, passez des bons moments et un très bon après-midi sur Télé Djibouti.